Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale sur « Je suis victime de violences conjugales, de violences physiques ou psychologiques. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux réagir juridiquement et psychologiquement ?» Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça va peut-être prendre une vidéo ou plusieurs, je ne sais pas encore. Je vais vous livrer le fruit de mon expérience professionnelle, aussi bien au niveau juridique qu'au niveau psychologique. Et vous allez voir que ça va vous aider à vous orienter dans les méandres judiciaires. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas à une consultation chez un avocat. Ce sont des informations généralistes, mais qui se veulent absolument fondées juridiquement et qui sont très précises. Alors, si on est victime de violences conjugales, qu'on soit un homme ou une femme, il peut s'agir de violences physiques ou psychologiques. Commençons plutôt par les violences physiques, qui sont des fois bizarrement les plus simples à résoudre juridiquement. Les violences psychologiques, vous allez le voir, c'est toujours un peu plus complexe, notamment on parle techniquement de la charge de la preuve qui est difficile, beaucoup plus difficile souvent à rapporter. La première chose à savoir, si vous êtes victime d'une violence physique unique, c'est-à-dire vous recevez une gifle, un coup de poing, vous êtes fortement bousculé ou simplement bousculé, sachez une chose, c'est qu'il faut absolument réagir. Souvent, on se dit, surtout si la relation par ailleurs semble être prometteuse, on se dit bon, ça n'est peut-être qu'une gifle, on nous a appris dans notre enfance à beaucoup relativiser ce genre de choses. Non. Sachez une chose, c'est que les gens qui commettent ce genre d'actes, des études ont montré que ça n'est pas un problème de contrôle de leurs émotions ou de gestion de leur colère. Absolument pas. Ça veut dire que même si vous les envoyez se faire soigner pour apprendre à gérer leur colère, ils deviendront tout aussi violents, peut-être moins physiquement, mais beaucoup plus psychologiquement. C'est un problème de valeur et de conception des choses. C'est un problème intrinsèque. Ça veut dire que cette personne, si elle s'autorise à vous frapper ou à vous violenter psychologiquement, tout est dans le mot, elle s'autorise. À ses yeux, elle a le droit. À ses yeux, elle peut se défouler sur vous. À ses yeux, vous n'êtes pas considéré comme un ou une égale. Vous êtes considéré comme quelqu'un d'inférieur et elle va chercher des raisons pour se justifier. Mais à la base, elle ne vous considère absolument pas comme une personne équivalente qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'elle, loin de là. Et c'est pour ces raisons-là, chers amis, que cette personne va recommencer. Ça n'est pas simplement ce qu'on croit souvent, un mouvement de colère incontrôlé. C'est ce que cette personne va essayer de vous faire croire. Mais c'est absolument faux. Ça n'est pas un mouvement incontrôlé, c'est son système de valeurs, c'est toute son éducation, c'est toutes ses représentations psychologiques qui sont à reprendre. Donc ça veut dire que si cette personne vous promet de se faire soigner, de se faire aider, elle vous trompe. Il faudra des années pour qu'elle s'en sorte, il faudra des changements très importants et il est assez peu vraisemblable qu'elle y parvienne. Souvenez-vous qu'en matière de violence conjugale, il y a ce qu'on appelle le cycle de l'abus. Qu'est-ce que c'est le cycle de l'abus? On s'est rendu compte que les personnes victimes de ces violences intrafamiliales vivent toujours les mêmes épisodes selon des séquences qui se ressemblent. La première phase, vous la connaissez, on en parle bien souvent. C'est le love bombing, c'est-à-dire qu'au début de la relation, tout est beau, tout est joli. Par la suite, il y a la phase de tension. Vous allez sentir dans l'environnement que les tensions sont de plus en plus importantes, que la personne qui prétendait tellement vous aimer, elle commence à vous trouver des défauts, à s'agacer. Elle manifeste des mouvements d'humeur qu'elle contrôle de moins en moins, parce qu'elle ne veut pas les contrôler, bien évidemment. Souvent, ces gens-là, vous allez repérer que s'ils tapent leur femme ou leur mari, ils ne tapent pas leur patron. Donc ça vous prouve bien, ils ne tapent pas leur mère. Ça vous prouve qu'ils sont tout à fait capables de se contrôler. Donc il y a la phase de tension qui monte, qui monte, qui monte. Les insultes, le fait de frapper sur les meubles autour de vous, ce sont les prémices qu'un jour, c'est vous qui allez être frappé. Prêtez attention à ça dès le début. Ne laissez passer aucune injure. Jamais. Souvenez-vous, est-ce que vous vous permettez d'injurier les gens? Bien sûr que non.
Si cette personne se permet ça, ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle s'y autorise et qu'elle a tout un système de valeurs qui va avec ça. Après la phase de tension, il y a la phase de passage à l'acte. Cette personne, elle va frapper ou elle va vous faire subir des violences psychologiques. Par la suite, elle va s'excuser et c'est le retour de ce qu'on appelle la lune de miel. Elle va demander pardon, elle va pleurer, elle va essayer de vous amadouer, tout simplement parce qu'elle veut éviter les conséquences désagréables de son acte, les conséquences en termes de séparation et les conséquences sur son image d'elle-même et les conséquences juridiques, bien évidemment. La lune de miel, au début, va durer assez longtemps. Et vous allez voir que ces épisodes se répétant, la lune de miel sera de plus en plus courte jusqu'à ne plus exister. Bien évidemment, cette personne, elle apprend de vos réactions. Si vous ne réagissez pas, et on peut le comprendre parce que bien souvent, elle vous a conditionné, elle vous a mis sous emprise avant de vous taper. C'est très souvent le cas. Ça explique que statistiquement, la plupart des femmes qui sont victimes de violences conjugales font 7 allers-retours avant de se séparer définitivement. Il n'y a jamais à se juger par rapport à ça. C'est une situation extrêmement difficile. C'est souvent quand vous êtes le plus affaibli parce que vous êtes frappé, parce que vous avez peur, parce que vous avez des sentiments pour cette personne, parce qu'il y a peut-être une sphère familiale qui a été construite, parce que vous dépendez matériellement. C'est à ce moment-là, chers amis, qu'il va falloir réagir le plus fortement possible de votre vie et bien sûr que vous êtes affaibli et que c'est difficile. Donc surtout, la première chose à faire, et ce cycle de l'abus bien sûr va recommencer inlassablement et votre niveau de danger, le niveau de danger auquel vous êtes exposé, va grandir. Cet homme ou cette femme qui vous frappe, elle n'aura plus, il ou elle n'aura plus de limites parce qu'il n'y a pas de conséquences. En fait, il faut absolument introduire le médiateur de la loi là-dedans. Ça veut dire, la loi représente quelque chose d'objectif, quelque chose qui va aider à mettre un terme. Ça veut dire que la première fois que vous êtes frappé, il faut, et je sais que c'est difficile, ne pas relativiser cette violence et tout de suite partir, y mettre un terme. Immédiatement. N'attendez pas. Même si vos sentiments vous disent de ne pas le faire, n'écoutez pas vos sentiments. Écoutez votre raison. La première chose à faire, et je vais vous expliquer toutes les modalités. Peut-être on fera plusieurs vidéos là-dessus parce que la matière est extrêmement riche. Je suis spécialisée dans les violences intrafamiliales, les violences sexuelles et les violences psychologiques, aussi bien au niveau juridique que psychologique. Donc j'ai beaucoup de matière à vous apporter. La première chose à faire, vous êtes victime de violence, c'est d'aller déposer plainte. Sachez qu'une main courante ne sert pas à grand-chose. Une main courante, ça laisse une trace. Éventuellement, si un jour vous déposez plainte et que vous avez fait de multiples mains courantes avant, vous pouvez demander à l'enquêteur de les regrouper. Ce sera toujours un élément intéressant pour la personne du parquet, j'expliquerai ce qu'est le parquet après, qui va examiner tout le dossier. Le parquetier, c'est un magistrat donc du parquet, comme son nom l'indique, qui va examiner tout le dossier constitué par l'enquêteur pour voir si ça tient la route et qui va décider d'une option. Est-ce qu'il fait un classement sans suite, c'est-à-dire que la procédure s'arrête parce qu'il estime qu'il n'a pas suffisamment d'éléments, notamment. Soit il décide de faire un rappel à la loi. Un rappel à la loi, c'est une procédure qui est une procédure alternative aux poursuites, c'est-à-dire que ce sera devant un délégué du procureur, par exemple. Monsieur ou madame l'auteur va être condamné, convoqué, et on va le condamner peut-être à des mesures de réparation. Ce ne sera pas un jugement. Et enfin, le parquetier peut décider de traduire cette personne en fonction de la gravité des violences devant le tribunal correctionnel s'il s'agit d'un délit et devant la cour d'assises, mais là il y aura eu une information judiciaire avant, s'il s'agit d'un crime. Partons d'une violence délictuelle, c'est-à-dire une violence sérieuse mais moins grave qu'un crime. La première chose à faire, sachez qu'on ne peut pas refuser de prendre votre plainte. La personne est absolument obligée. Si vous êtes mal accueilli dans un commissariat ou dans une unité de gendarmerie, allez un peu plus loin, peu importe le lieu géographique,
Expliquez les choses telles qu'elles se sont passées, mais n'admettez pas le non. Sachez que l'enquêteur est obligé de recueillir votre plainte et obligé de vous accueillir positivement. Il n'a pas le droit de faire de remarques désobligeantes. C'est dans sa mission. Ensuite, quand vous êtes victime de violence, même si je sais que vous êtes très mal, la première chose à faire, c'est faites faire par votre entourage ou par vous-même des photographies des lésions. Vous en aurez besoin. Photographiez-vous. Si vous avez des lésions sur le corps, n'oubliez pas de demander à l'enquêteur de faire des photographies. Demandez, si l'enquêteur ne vous le propose pas, à consulter un médecin des unités médico-judiciaires. C'est un médecin spécialiste qui va chiffrer votre incapacité totale de travail. Alors, l'incapacité totale de travail ou ITT n'a rien à voir avec le travail à proprement parler. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être mère au foyer, être retraité, et on va quand même chiffrer votre ITT. L'ITT, c'est pour déterminer la gravité des violences. En fonction de l'importance de l'ITT, la qualification juridique, c'est-à-dire ce qui est retenu comme infraction, n'est pas la même. Plus l'ITT est élevé, plus la qualification est lourde et la peine encourue, ça veut dire risquée, va être élevée. Le fait que ce soit votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire lié par un PACS, partenaire actuel ou passé, ça peut être un ex aussi, et il faut le préciser. Il faut apporter à l'enquêteur des éléments qui précisent. Être concubin, c'est avoir vécu ensemble. Le terme juridique concubin, c'est coucher et manger ensemble étymologiquement, en termes de termes latins. Donc il va falloir caractériser cette vie commune, indiquer que c'est bien votre conjoint. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en matière pénale, c'est une circonstance aggravante. Le fait que ce soit votre conjoint, concubin, partenaire de PACS, c'est plus grave que si c'était une personne étrangère. Bien évidemment, puisque dans une relation de couple, il y a la notion de confiance. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus vulnérable quand il s'agit d'un conjoint ou d'un concubin. N'attendez pas pour déposer plainte. Plus vous allez attendre, plus les traces sur votre corps vont disparaître. Et sachez que le plus important dans cette situation, c'est d'avoir des preuves. Sans preuves, même si vous subissez des violences, ça va être extrêmement difficile pour le parquetier de poursuivre. Apprenez une chose importante aussi, chers amis, c'est qu'une fois que vous avez déposé plainte, que vous la retiriez ou non, le parquetier n'en tiendra pas compte. C'est-à-dire que le parquet est libre de déterminer les poursuites. Même si la victime dit, on reçoit souvent dans les dossiers, des courriers d'une femme souvent, statistiquement plus souvent, qui a peur, qui retire sa plainte, sachez qu'on continue à poursuivre et c'est bien heureux puisque ça permet des condamnations. Devant l'enquêteur, soyez en confiance, racontez les choses avec le plus de précision possible, les lieux, les dates, les faits, les témoins éventuels. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu des choses ? Replongez dans vos souvenirs. Est-ce qu'il y a eu des scènes où cette personne peut-être ne vous a pas tapé ouvertement, mais vous a insulté devant quelqu'un ? Précisez-le, c'est très important. Pensez à apporter les messages téléphoniques qui vous ont été envoyés. Souvent, quand on est victime de violences conjugales, il y a aussi tout un harcèlement téléphonique. Ça s'appelle, la qualification juridique, c'est le délit d'appel téléphonique malveillant. Ces appels téléphoniques malveillants, c'est une infraction à part, en plus des violences. C'est très important de les constituer, d'en rapporter la preuve, et la preuve se rapporte de deux façons. C'est le nombre de messages et ou leur contenu. Ça peut être un seul message, mais extrêmement virulent, et ça peut être une succession de messages. Si cette personne vous appelle 70 fois par jour, apportez le listing des appels téléphoniques. Ça, c'est très important. Vraiment, constituez votre dossier avec sérieux. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un avocat à ce stade. Vous pouvez en avoir un qui va vous apporter des conseils juridiques, des conseils stratégiques. Ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas beaucoup de ressources, vous pouvez avoir l'aide juridictionnelle gratuite. Sachez une chose aussi, vous pouvez signer une convention d'honoraires avec votre avocat et demander à ce que les frais de justice au moment du procès, s'il y a un procès devant le tribunal correctionnel, ce soit votre agresseur qui les paye.
Ça, c'est quelque chose qui peut être demandé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avocat. Ça peut être intéressant. Si vous n'avez pas d'avocat, la procédure va se poursuivre. Imaginons que vous soyez convoqué, vous allez être avisé. Il va y avoir un avis à victime qui va vous être envoyé par la poste ou remis par l'enquêteur qui vous indique la date de l'audience, la qualification retenue et que vous pouvez être présent. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours bien. Je comprends que vous ayez peur, mais ça peut être cathartique pour vous, ça peut être infiniment important de mettre un terme en racontant ce qui s'est passé. Sachez que le tribunal va vous regarder avec un regard bienveillant, absolument pas un regard de jugement. Ils savent que vous avez peur, que vous êtes intimidé. Vous n'êtes pas obligé de parler. Le président de l'audience va vous demander si vous le souhaitez. S'il ne le fait pas, vous pouvez prendre la parole pour lui demander à avoir la parole. Vous n'êtes pas obligé d'être présent, vous pouvez écrire et joindre toutes les pièces justificatives à votre écrit pour vous constituer partie civile et éventuellement demander des dommages et intérêts. Sachez que si vous vous constituez partie civile, vous pouvez le faire sans demander de dommages et intérêts. Dans ce cas-là, vous venez juste en appui de l'action publique, de l'action du parquet. Si vous demandez des dommages et intérêts, ça peut être pour le préjudice physique, s'il y a eu des violences physiques, ou le préjudice moral, c'est-à-dire l'impact que ça a eu sur votre psychologie, sur votre vie. Vous êtes obligé de chiffrer et de faire une demande précise. Le tribunal ne peut pas arbitrer. C'est à vous de dire, par exemple, je sollicite 500 € au titre du préjudice moral ou plus, en fonction de ce que vous estimez juste. Ne faites pas des demandes totalement disproportionnées. Évidemment, ce sera assez peu vraisemblable que vous obteniez 20 000 € pour une claque, même si peut-être ça les mériterait dans le fond. Mais faites plutôt des demandes modérées. L'audience, c'est important, et à l'audience, vous pouvez aussi dire par votre voix ou par la voix de votre avocat que vous souhaitez que votre conjoint n'ait plus le droit de vous voir et qu'il n'ait plus le droit de se présenter à votre domicile, par exemple. En matière de violence conjugale, l'une des circonstances aggravantes récentes, c'est le fait que les violences aient été commises en présence de mineurs, en présence d'enfants. Si c'est le cas, précisez-le. Même si les enfants étaient juste dans leur chambre, dans la maison, c'est quand même important, ils ont pu entendre des choses. Petit aparté, et c'est quelque chose d'important, souvent on pense, quand on est victime de violences conjugales et que les enfants ne sont pas victimes de violences, qu'ils sont préservés. C'est absolument faux. En fait, on a fait des études du cerveau, du développement du cerveau des petits-enfants qui sont exposés à un climat de tension conjugale et de violence, notamment sur leur mère. Et on s'est rendu compte qu'il y a des zones du cerveau, notamment qui président à la gestion des émotions, qui se développent nettement moins bien. Ça veut dire que votre enfant, il vit le stress comme vous. Même si vous croyez qu'il dort quand les disputes et les violences arrivent, il entend des choses, il sent le climat, il intériorise le fait que vous êtes dévalorisé, que vous êtes nié. Et ça, c'est très dangereux pour lui. Donc si des fois, et on peut tout à fait le comprendre, vous restez parce que vous vous dites « je n'ai pas de travail, je ne veux pas exposer mes enfants à un foyer d'urgence, à des difficultés matérielles », sachez qu'en fait, il vaut mieux pour l'enfant un tout petit temps être exposé à des difficultés matérielles le temps que vous retrouviez une situation que d'être exposé à ça. Parce que plus tard, il va devoir choisir et faire un choix cornélien terrible. Est-ce qu'il veut être un agresseur ou est-ce qu'il veut être une victime? Il n'aura pas eu d'autre modèle et il va choisir l'une des deux voies. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez du tout pour vos enfants. Donc tout ceci est très important. Sachez qu'en matière de violence sexuelle, le viol conjugal existe. Beaucoup de femmes, peut-être des hommes des fois, c'est un peu plus rare, pensent que c'est parce que c'est leur conjoint qu'il n'y a pas de viol, qu'on est obligé de se soumettre à la demande sexuelle du conjoint. Absolument pas. Vous avez le droit et même le devoir de déposer plainte si vous êtes victime de violences sexuelles. Un petit rappel, le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle, donc dans un endroit sexuel, par violence, contrainte, menace ou surprise.
Ça veut dire que le fait d'insister très lourdement, de vous contraindre, de vous immobiliser, de vous prendre par surprise, c'est constitutif de viol. La différence avec l'agression sexuelle, c'est qu'en matière d'agression sexuelle, il n'y a pas de pénétration. Il y a juste des attouchements sur des zones sexuelles, le sexe, la poitrine, les fesses, la bouche, le fait de forcer quelqu'un à embrasser, par exemple. C'est très important. Si vous êtes victime de violences sexuelles, il y aura vraisemblablement peu de témoins, il y aura des fois pas de traces, c'est quand même très important. Ne vous douchez pas. Je sais que c'est très difficile parce que la première réaction qu'on a quand on est victime d'abus sexuels, c'est de se laver parce qu'on se sent très sale, même si c'est l'autre qui devrait se sentir sale et pas soi. Ne vous lavez pas. Allez faire des prélèvements tout de suite. Je sais que dans ces moments-là, vous avez peur, vous êtes très mal, vous avez honte. Mais souvenez-vous que ça va vous sauver la vie. Pensez que le féminicide, l'homicide contre conjoint, n'arrive pas qu'aux autres. Pourquoi c'est arrivé ? Souvent parce que les femmes, c'est plutôt des femmes, il peut y avoir des hommes, ont appelé à l'aide et n'ont pas reçu de réponse. Elles ont souvent multiplié les plaintes sans succès. Et aussi, elles ont minimisé la dangerosité de l'autre. Il ne faut absolument pas minimiser cette dangerosité possible. Si quelqu'un manifeste vis-à-vis de vous de l'emprise, une volonté de contrôle, c'est un très mauvais signe. Sachez que tous les hommes qui sont passés à l'acte et qui ont tué leur femme, la caractéristique principale, c'était pas des violences conjugales préalables, souvent, c'était le contrôle qu'ils exerçaient sur leur vie. Pensez à ça. Voilà cette première vidéo, il va y en avoir d'autres sur ce sujet si important, si cher à mon cœur parce que je sais que les victimes sont démunies et qu'elles ont besoin d'informations fiables. Je vous soutiens, vous avez tout mon amour et toute mon affection. À très vite.